Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous regardons des photographies du 19e siècle et ressentons une étrange anxiété, presque physique? Pourquoi, en contemplant les majestueux palais de Chicago, Saint-Louis ou San Francisco de cette époque, ne pouvons-nous pas nous débarrasser de l'idée que nous avons été cruellement trompés? Préparez-vous, car les prochaines minutes vont bouleverser à jamais votre conception du passé. On vous a dit que c'était le siècle de la vapeur et du charbon, le siècle des calèches et du travail manuel primitif. Mais je vais vous dire quelque chose qui fera transpirer nerveusement les historiens. Nous vivons sur les ruines d'une civilisation plus avancée, et les soi-disant expositions universelles du 19e siècle n'étaient pas un triomphe du progrès, mais une gigantesque opération de mise au rebut du passé. On nous a fait croire à l'histoire absurde selon laquelle des bergers et des fermiers, à peine capables de lire, auraient érigé en quelques années des villes antiques d'une beauté incroyable, juste pour les raser complètement 6 mois plus tard. Cela ressemble-t-il à un délire de fou? Alors tournons-nous vers les faits, les chiffres et la logique que la science officielle cache pudiquement dans les archives. Transportons-nous en 1893, Chicago, l'exposition universelle de Colomb. L'histoire officielle raconte que sur un sol marécageux, impropre à la construction, en plein cœur de la plus grave dépression économique, la soi-disant ville blanche fut érigée en seulement 2 ans. La superficie de l'exposition couvrait près de 300 hectares. Plus de 200 bâtiments majestueux de style néoclassique furent construits, avec des dômes, des colonnades, des statues et un système hydrotechnique de canaux extrêmement complexe, rappelant Venise. Et tout cela, attention, aurait prétendument été construit comme une décoration temporaire. On nous dit que ces structures monumentales, capables d'accueillir des dizaines de milliers de personnes, étaient faites de bois, de jute et de plâtre. Les historiens ont même inventé un nom pour ce matériau, le staff. Prétendument, ce n'est qu'un mélange de plâtre et de fibres. Mais permettez-moi de vous poser une question qui réduit cette théorie en poussière. Avez-vous déjà essayé de construire un dôme de 80 mètres de haut avec du plâtre et des bâtons, de manière à ce qu'il résiste aux charges de vent du lac Michigan? Le bâtiment de l'administration à l'exposition de Chicago surpassait en hauteur le Capitole de Washington. Son dôme doré était visible à des dizaines de kilomètres. Croyez-vous vraiment qu'une telle machine puisse être assemblée à partir de matériaux temporaires sans l'utilisation d'engins de chantier lourds qui, selon la version officielle, n'existaient tout simplement pas à l'époque? Les architectes et ingénieurs que j'ai consultés affirment d'une seule voix: le calcul des charges pour de telles structures exige des calculs mathématiques extrêmement complexes, et leur montage, des grues capables de soulever des centaines de tonnes. Sur les photographies de chantier qu'on nous présente comme preuve, nous voyons une scène étrange. Des échafaudages qui ressemblent davantage à des échafaudages de restauration qu'à des échafaudages de construction. Nous voyons des hommes en costume 3 pièces et chapeau melon qui posent devant des murs déjà prêts, mais légèrement abîmés. Où sont les milliers d'ouvriers? Où sont les montagnes de débris de construction? Où est la logistique d'acheminement de millions de tonnes de matériaux? Imaginez la logistique. Pour construire une telle ville en 2 ans, des centaines de trains de marchandises, remplis de marbre, d'acier, de verre et de bois, auraient dû arriver quotidiennement à Chicago. Pourtant, les archives ferroviaires de l'époque sont muettes sur un tel trafic. De plus, la population des États-Unis d'Amérique à la fin du 19e siècle était considérablement moindre, et il ne pouvait tout simplement pas y avoir autant de maçons qualifiés et d'ingénieurs de ce niveau. On nous dit que ce sont des immigrants qui ont construit cela. Sérieusement? Des gens affamés, sans éducation, à peine descendus des bateaux, auraient créé des chefs-d'œuvre architecturaux surpassant en complexité le Panthéon romain? C'est mathématiquement et techniquement impossible. Mais le plus terrible n'est même pas la façon dont cela a été construit. Le plus terrible, c'est ce qui s'est passé ensuite. Immédiatement après la fermeture des expositions, ces villes incroyables étaient détruites. Elles étaient dynamitées, incendiées, démantelées. Pourquoi?
La version officielle sonne comme une moquerie. Les bâtiments auraient été temporaires et auraient commencé à se dégrader, ou un incendie se serait soudainement déclaré. À Chicago, à San Francisco, à Saint-Louis, le scénario est le même. Un incendie, détruisant les traces. Mais si c'était du plâtre et de l'étoupe, pourquoi sur les photographies des ruines voyons-nous des armatures en acier tordu, des maçonneries massives en briques et des blocs de granit? Le plâtre ne laisse pas de squelette d'acier. Le plâtre se réduit en poussière. Ici, nous voyons même que la dynamite ne peut pas venir à bout des structures porteuses. Ce n'était pas la mise au rebut de décors. C'était une démolition délibérée de constructions permanentes qui se tenaient là, peut-être des centaines d'années avant l'arrivée des soi-disant colons. Regardez le bâtiment de l'horticulture à Chicago. Une immense coupole de verre, une ingénierie d'une complexité extrême. On nous dit que cela a été construit pour exposer des fleurs, puis démoli. Qui de bon sens dépenserait des ressources colossales, équivalentes à des milliards de dollars actuels, pour un divertissement d'un semestre en pleine crise financière? C'est un suicide économique. La seule explication logique qui s'impose d'elle-même est la suivante. Ils n'ont pas construit ces villes. Ils les ont déterrées. Ils les ont restaurées. Ils ont fait l'inventaire de ce qu'ils avaient hérité d'une civilisation précédente. Puis, après avoir choisi ce qui pouvait être utilisé, comme les musées ou les capitoles, ils ont détruit tout le reste pour effacer le souvenir de ceux qui vivaient ici avant nous. Regardez le niveau de détail. Les statues, les fontaines, les bas-reliefs. La qualité d'exécution est telle que les machines-outils à commande numérique modernes ont du mal à la reproduire. Et on nous propose de croire que cela a été modelé à la main, en plâtre, par des artisans anonymes, et qu'ils l'ont fait avec une telle rapidité, comme s'ils avaient une imprimante 3D. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté et cynique, destiné à cacher le fait d'une catastrophe mondiale et d'une redistribution du monde. Les expositions universelles n'étaient pas une démonstration des réalisations du capitalisme. C'étaient des expositions de trophées. C'était un défilé de vainqueurs sur les ossements d'une civilisation vaincue, dont le nom a été effacé des manuels d'histoire. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si vous pensez que l'architecture est la seule incohérence, attendez que nous abordions le sujet de l'électricité et de la provenance de la lumière dans ces expositions, alors que le reste du monde vivait à la chandelle. Parlons de la lumière. De cette lumière électrique éblouissante et incroyable qui inondait les expositions universelles, transformant la nuit en jour. L'histoire officielle nous raconte une belle fable sur la confrontation entre Thomas Edison et Nikola Tesla, sur la guerre des courants et le triomphe de la tension alternative. On nous dit que l'exposition de Chicago de 1893 a marqué les débuts de l'éclairage électrique à grande échelle. Mais regardez les photographies de Chicago ou de Paris la nuit de ces années-là. Ce n'est pas la lumière faible et clignotante des premières lampes à incandescence imparfaite. C'est une illumination puissante, uniforme, inondant tout l'espace, comparable au spectacle laser moderne ou au néon des mégalopoles. Il s'agit de centaines de milliers d'ampoules fonctionnant en synchronisation. Et ici, les mathématiques mettent à nouveau la version officielle dans l'impasse. Pour alimenter une telle machine, comme la Ville Blanche, il fallait une puissance comparable à la consommation de toute une région industrielle de l'époque. Où se trouvaient les centrales électriques? On nous montre le pavillon électricité et des dynamos géantes à l'intérieur. Mais les ingénieurs électriciens, en étudiant ces vieilles photographies, remarquent des étrangetés. Ces machines ne sont pas connectées à des foyers à charbon ou à des chaudières à vapeur à l'échelle nécessaire pour produire de tels mégawatts d'énergie. Il n'y a pas de cheminée géante crachant de la fumée noire, pas de montagne de charbon, pas d'infrastructure de refroidissement complexe. Ces unités ressemblent davantage à des récepteurs ou à des transformateurs d'énergie puisés ailleurs plutôt qu'à des générateurs. D'où? Remarquez les flèches, les dômes et les obélisques
qui parsèment tous les pavillons d'exposition. Ce n'est pas seulement de la décoration, ce sont des dispositifs techniques. Il existe une hypothèse, que les universitaires nient farouchement, selon laquelle ces villes auraient été construites pour utiliser l'électricité atmosphérique. Une technologie qui était accessible à une civilisation passée et que nous qualifions aujourd'hui avec mépris de pseudo-science. Regardez la conception de la soi-disant Tour Eiffel, qui fut le clou de l'exposition de Paris de 1889. C'est une antenne géante, une structure métallique, parfaitement conductrice, s'élevant vers le ciel. Imaginez maintenant que tous ces palais temporaires, en plâtre et en bâton, faisaient en réalité partie d'un réseau énergétique unifié, un système de transmission d'énergie sans fil que Tesla n'a fait que tenter de recréer plus tard, mais dont le financement, comme nous le savons, lui fut rapidement coupé. Ils n'ont pas inventé l'électricité lors de ces expositions. Ils ont démontré les vestiges de technologies antiques fonctionnelles, avant de les démanteler et de faire passer le monde à des sources d'énergie payantes et contrôlées, le pétrole et le charbon. Allons plus loin. Les incohérences technologiques sont flagrantes, si l'on regarde les détails. L'Exposition universelle de Paris, 1900. Des visiteurs en haut de forme et en longue robe, arrivés en calèche, montent sur un trottoir roulant. Une bande électrique de plusieurs kilomètres de long qui les transporte à travers l'exposition. C'est, en substance, un escalator horizontal. Un système mécanique et électrique complexe. Voulez-vous dire qu'une civilisation, dont le principal moyen de transport était le cheval, construit soudainement, par amusement, un tapis roulant futuriste, puis le démonte pour la ferraille? C'est illogique. C'est économiquement absurde. Si vous avez la technologie des trottoirs roulants, vous l'implémentez dans les villes, vous changez la logistique. Mais cela ne s'est pas produit. La technologie a été montrée, a étonné les sauvages et a été cachée. Et maintenant, souvenons-nous du Crystal Palace à Londres, construit pour l'exposition de 1851. Un bâtiment de verre et de fonte, érigé, comme on nous le dit, en seulement 9 mois. La surface vitrée dépassait les 80 000 mètres carrés. Au milieu du 19e siècle, la production de verre plat d'une telle taille et qualité était un processus incroyablement coûteux et laborieux. Les feuilles étaient soufflées à la main. Et ici, nous voyons des panneaux parfaitement lisses et immenses. La logistique de livraison de ce verre par des charrettes à cheval sans casse ni perte est une histoire fantastique à part entière. Mais le plus intéressant, c'est le destin du palais. Après l'exposition, il fut démonté et déplacé. Puis, en 1936, il brûla. Il brûla entièrement. Un bâtiment de fer et de verre a brûlé au point de faire fondre les structures métalliques. La température de combustion devait être extrême, comme dans un four à sol. Un incendie ordinaire ne fait pas fondre les poutres en fonte en une bouillie liquide. Cela ressemble à une démolition dirigée, utilisant des mélanges thermiques à haute température. On a l'impression que les organisateurs de ces expositions jouaient à un jeu étrange. Ils ouvraient des villes fantômes mises sous cocon. Ils faisaient entrer la foule. Pour légaliser l'existence de ces objets dans la réalité, leur inventaient une légende de nouvelle construction, puis détruisaient tout ce qui ne pouvait être expliqué par le niveau technologique primitif du siècle en cours. Ils faisaient l'inventaire. Tout ce qui est trop complexe, à démolir. Tout ce qui peut être adapté, à laisser. Et ici, nous abordons la question la plus sombre. Pour qui ces portes gigantesques de 5 à 6 mètres de haut étaient-elles initialement construites? Regardez les photographies de personnes à côté des ouvertures des pavillons d'exposition. L'homme y ressemble à une fourmi. Les poignées de porte se trouvent au niveau de la tête, ou plus haut. On nous dit « c'est pour la grandeur, c'est le pathos architectural ». Mais l'architecture est toujours fonctionnelle. Vous ne ferez pas une poignée de porte là où on ne peut pas l'atteindre, à moins que vous ne l'ayez construite pour des êtres d'une taille complètement différente. Les proportions de ces bâtiments, la hauteur des plafonds, la taille des marches,
tout cela crie qu'ils n'ont pas été conçus pour un homme d'1,70 m. La science officielle tente de nous convaincre que c'est simplement un style de gigantomanie. Mais pourquoi alors ce style a-t-il disparu aussi soudainement qu'il est apparu? Pourquoi, après la démolition des villes d'exposition, sommes-nous revenus à la construction de boîtes en briques étroites et basses? La réponse est simple et effrayante. Les nouveaux maîtres du monde ne pouvaient pas maintenir et exploiter l'infrastructure des géants. Ils avaient besoin de réduire le monde à leur taille. Ils avaient besoin de réécrire les standards. Mais pour réussir une telle escroquerie, il ne suffit pas de démolir des bâtiments. Il faut contrôler les témoins. Et là, nous sommes confrontés à l'énigme démographique du 19e siècle. D'où venaient les foules de personnes présentes à ces expositions si les statistiques de population indiquent des chiffres complètement différents? Qui sont ces gens sur les photographies, qui errent parmi les ruines majestueuses avec une expression absente, comme s'ils ne comprenaient pas du tout où ils se trouvent? Maintenant, laissons de côté l'architecture et regardons ceux qui peuplaient ce monde étrange. Observez les visages des gens sur les vieilles photographies des expositions ou des rues de Saint-Pétersbourg, Moscou, Paris et New York à la fin du 19e siècle. N'avez-vous rien remarqué d'inhabituel? Un sentiment de profonde dissonance ne quitte pas l'observateur attentif. Nous voyons de majestueuses colonnades antiques, des quais de granit, la géométrie parfaite des avenues, et des gens y errent qui ressemblent à des loqueteux tombés par hasard dans un palais. Ils sont vêtus de vêtements amples et grossiers. Ils sont sales. Leurs charrettes s'enlisent dans la boue qui, pour une raison quelconque, recouvre les fondations de ces magnifiques bâtiments. C'est comme si des barbares avaient conquis Rome et essayaient de vivre dans ces ruines, sans comprendre l'objectif des aqueducs et des thermes. Mais le plus terrible réside dans les chiffres secs des statistiques démographiques. Le 19e siècle est le siècle d'une croissance démographique inexplicable et explosive, qui ne peut être justifiée biologiquement. On nous parle d'amélioration de la médecine et de l'hygiène. Quelle hygiène? Dans des villes où, selon la version officielle, il n'y avait pas d'égout et où le fumier de cheval s'accumulait en tonnes. La peste, le choléra et le typhus fauchaient des milliers de personnes. Mais les courbes de population grimpent obstinément, presque verticalement. D'où venaient ces millions de nouveaux citoyens? La réponse pourrait vous choquer par son cynisme. Le 19e siècle est le siècle des orphelins. Rappelez-vous la littérature de l'époque, Dickens, Dostoïevski, Hugo. Le thème de l'orphelinat est omniprésent. Mais ce n'est pas seulement un trope littéraire, c'est le reflet de la réalité. Partout dans le monde, au milieu du 19e siècle, des milliers d'immenses orphelinats ouvrent leurs portes. Aux États-Unis d'Amérique, un vaste programme de ce que l'on appelle les trains d'orphelins est lancé. Du milieu du 19e au début du 20e siècle, des centaines de milliers d'enfants sans abri ont été transportés des villes surpeuplées de la côte Est vers le Midwest et l'Ouest. On nous dit que c'était une mission humanitaire. Mais réfléchissez. D'où venaient des centaines de milliers d'enfants sans parents en même temps? Où étaient leurs pères et mères? Il existe une terrible théorie selon laquelle ces enfants sont des colons. Les survivants ou les descendants élevés artificiellement après une catastrophe mondiale qui a détruit la population adulte de la civilisation précédente. Ils ont été rassemblés dans des villes vides et déterrées, que nous appelons aujourd'hui centres historiques. Et on leur a donné une nouvelle histoire, de nouveaux noms et une nouvelle religion. On leur a fait croire que ces bâtiments avaient été construits par leurs ancêtres à l'aide d'un ciseau et d'un marteau. Mais les enfants ne savaient pas construire. Ils ne savaient que exploiter ce qui restait. Et ici, nous revenons aux expositions universelles. Saviez-vous que l'une des attractions les plus populaires de ces expositions, aux côtés des machines à vapeur et des indigènes, étaient les incubateurs pour bébés? Ce n'est pas une blague, ni une théorie du complot, c'est un fait historique. À l'exposition de Chicago, à Paris, à l'exposition panaméricaine,
Il y avait des pavillons avec des nourrissons prématurés. Les spectateurs payaient pour regarder des boîtes en verre où se trouvaient des enfants vivants. Officiellement, cela était présenté comme une démonstration des technologies médicales avancées du docteur Martin Couney. Mais il y a une nuance. La communauté médicale de l'époque rejetait ces méthodes, et les hôpitaux n'utilisaient pas d'incubateurs, tandis que dans les foires, c'était la norme. Pourquoi montrer des enfants comme des objets d'exposition à côté de taureaux de race et de nouvelles batteuses? N'est-ce pas parce que pour les nouveaux maîtres du monde, la population était une ressource, tout comme le bétail? Il existe une version selon laquelle ces incubateurs faisaient partie d'un programme de reconstitution de la population après un nettoyage. On ne nous montrait pas le sauvetage de prématurés, mais la production en série de nouveaux citoyens. C'est pourquoi il y a si peu de personnes âgées sur les photographies de l'époque. Nous voyons des foules d'enfants, d'adolescents, de jeunes hommes et femmes, mais presque pas de personnes très âgées qui auraient pu raconter la vérité sur ce qui s'était passé 50 ans auparavant. La mémoire a été effacée physiquement, avec ses porteurs. Remarquez la mode étrange de l'époque pour les défilés de gymnastique de masse et l'unification. Les gens étaient alignés en colonne, vêtus d'uniformes identiques, habitués aux mouvements synchronisés. Ce n'est pas seulement du sport, c'est du dressage. De la masse chaotique des survivants, on formait une société docile de rouages, prête à travailler dans les usines, à transformer l'héritage du passé. Le système scolaire de type prussien, qui fut mis en place partout à cette époque, n'avait qu'un seul but. Non pas donner une éducation, mais donner une instruction. Interdire de poser des questions. Forcer à apprendre par cœur des dates et des noms de rois inventés, qui, peut-être, n'ont jamais existé. Revenons aux bâtiments des expositions. Pourquoi sont-ils si immenses? Imaginez un enfant installé dans la maison d'un géant. Il se sentirait insignifiant, écrasé par la grandeur de l'espace. C'est précisément l'effet psychologique recherché. Les nouvelles populations devaient ressentir de la dévotion envers l'État et le progrès, même si l'État s'était simplement approprié les palais d'autrui. Regardez les vieilles gravures et photos des intérieurs des pavillons d'exposition. D'immenses espaces vides, où des stands de savon, de tissus ou de machines primitives se dressent misérablement. Le volume du bâtiment et son contenu ne correspondent pas. C'est comme exposer une collection de boîtes d'allumettes dans la nef d'une cathédrale gothique. Il est évident que ces bâtiments avaient une autre fonction, utilitaire dans le passé, que les nouveaux occupants ne pouvaient ni comprendre ni utiliser. Il s'agissait peut-être de hubs de transport pour des dirigeables. Rappelez-vous les immenses arches, de serres pour la culture alimentaire à l'échelle industrielle, ou d'ateliers de thérapie sonore. Mais les colons y ont apporté leurs sacs de céréales et leurs chaudières à vapeur, appelant cela une exposition de réalisation. Nous voyons les traces d'une falsification totale, non seulement dans l'architecture, mais aussi dans le tissu même de la société. On nous a convaincus que nous sommes les descendants de singes, qui ont lentement évolué du bâton à fouir à l'iPhone. Mais les faits disent le contraire. Nous sommes les descendants d'une civilisation qui a subi une dégradation. Nous vivons sur les décombres d'un monde où les technologies étaient harmonieusement intégrées à la nature et à l'architecture. Et le point de rupture, le moment du grand redémarrage, fut le milieu du 19e siècle. Mais que s'est-il passé exactement? Quel événement a fait que les villes se sont vidées et que les premiers étages des bâtiments se sont enfoncés de plusieurs mètres sous terre? Pourquoi, partout dans le monde, trouvons-nous des maisons avec des fenêtres ensevelies, que les historiens appellent absurdement la couche culturelle? Nous sommes arrivés à la preuve principale, qui se trouve littéralement sous vos pieds. Promenez-vous dans le centre historique de n'importe quelle vieille ville, que ce soit Moscou, Prague ou Rome. Regardez les premiers étages des bâtiments anciens. Que voyez-vous?
des fenêtres qui s'enfoncent dans le sol, des ouvertures de fenêtres complètes avec des arcs et des linteaux qui sont à moitié ou entièrement ensevelis par la terre. La science officielle appelle cela la couche culturelle. On nous dit qu'en quelques siècles, les gens ont accumulé de la boue de leurs chaussures, de la poussière et du fumier de cheval sur 3 ou 4 mètres de hauteur. Pouvez-vous imaginer que les habitants des plus riches hôtels particuliers et palais aient supporté des montagnes de boue cachant la lumière du soleil, sans la nettoyer, se contentant de déplacer les portes au niveau de l'ancien premier étage? C'est absurde. Cela contredit le bon sens. La boue ne pousse pas uniformément sur toute la planète, recouvrant les premiers étages des bâtiments sur tous les continents simultanément. Ce sont les traces d'une catastrophe mondiale, un déluge de boue, de fange et de coulées de boue qui a recouvert la planète très récemment, vraisemblablement au milieu du XIXe siècle. Les bâtiments ne se sont pas affaissés, ils ont été ensevelis. C'est cet événement qui a été la cause de cette même réinitialisation dont les historiens ne parlent pas. Les expositions universelles, dont nous avons parlé, ont eu lieu précisément dans les lieux qui ont été le moins touchés ou qui ont été déterrés et restaurés en premier. Maintenant, le puzzle prend forme. Les organisateurs de ces grandioses spectacles n'ont pas construit de ville blanche en plâtre et en bâton en 2 ans. Ils ont déterré les complexes antiques préservés d'une civilisation prédiluvienne, les ont nettoyés de leurs couches de plusieurs mètres de boue, ont effectué des réparations esthétiques, ont installé des vitres et les ont présentées comme leur propre réalisation. Puis, une fois l'exposition terminée, ils ont détruit les preuves. Pourquoi les ont-ils démolies? Parce qu'il était impossible pour les nouvelles élites d'expliquer à la population d'où venaient les technologies leur permettant de construire des dômes de 100 mètres sans un seul clou et de produire de l'électricité à partir de l'éther, alors que l'époque du charbon et de la vapeur régnait. Il était plus simple de faire exploser ces majestueux palais, de les réduire en gravats et de les enfouir sous les fondations de nouvelles villes primitives, en déclarant aux descendants que ce n'était qu'un décor temporaire. Nous vivons dans une société de culte du cargo mondial. Nous utilisons les vestiges de l'infrastructure des géants, les appelant métropolitains ou égouts, mais nous ne pouvons pas reproduire l'acoustique des vieilles cathédrales ou la maçonnerie polygonale des quais de granit sans interstices où même une lame de rasoir ne passerait pas. On nous a donné une histoire tronquée, une géographie tronquée et des connaissances tronquées sur la physique de ce monde. Les expositions universelles du XIXe siècle n'étaient pas une célébration du progrès. C'était un acte de clôture solennelle d'une époque passée, la récupération de l'héritage des dieux et la mise en service d'une nouvelle réalité pour l'humanité réinitialisée. Regardez autour de vous. Ces bâtiments se tiennent encore là, témoins silencieux de la grande tromperie, réaménagés en musée ou en administration. Descendez dans les soi-disant caves des vieilles maisons du centre de votre ville et vous verrez que c'était de véritables premiers étages avec de hauts plafonds, des fenêtres et des entrées qui mènent maintenant à un mur de terre aveugle. Posez des questions. Ne croyez pas les manuels écrits par les vainqueurs qui ont conquis ce monde après la catastrophe. L'histoire n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on nous a permis de nous souvenir. Mais la vérité perce à travers l'asphalte. Think. The user wants me to translate the final 2 paragraphs of the provided Russian text into French. I need to maintain accuracy, clarity, conciseness, and a pleasant tone for a native French speaker. Crucially, I must not shorten, change sentence structure or word order, preserve the original forma, or alter facts. No system phrases, only the translated text. Let's break down the translation for each sentence. Великая перезагрузка уже произошла, но наше пробуждение начинается прямо сейчас. Великая перезагрузка, la grande réinitialisation, уже произошла, a déjà eu lieu, но наше пробуждение начинается прямо сейчас.
Mais notre réveil commence dès maintenant. Вы готовы узнать, что на самом деле скрыто за кирпичной кладкой вашего дома? Вы готовы узнать? Êtes-vous prêt à découvrir? Что на самом деле скрыто? Ce qui est réellement caché за кирпичной кладкой вашего дома? Derrière la maçonnerie de votre maison? Это расследование только начинается. Это расследование, cette enquête, только начинается. Ne fait que commencer. Думайте, сопоставляйте факты и не позволяйте себе обманывать. Думайте, réfléchissez. Сопоставляйте факты, confrontez les faits. И не позволяйте себе обманывать. Et ne vous laissez pas tromper. The translation seems straightforward and follows all the user's constraints. La grande réinitialisation a déjà eu lieu, mais notre réveil commence dès maintenant. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui est réellement caché derrière la maçonnerie de votre maison? Cette enquête ne fait que commencer. Réfléchissez, confrontez les faits et ne vous laissez pas tromper.